Bagdad, 2003. Les inspecteurs de l'ONU trouveront-ils en Irak des armes de destruction massive? Est-ce le début de la fin pour les dirigeants irakiens, abandonnés par tous, même par leurs anciens amis? Et Jacques Chirac? Il fut un temps où il n'était pas honteux de fréquenter Saddam Hussein. Et pourtant, depuis quelque temps, les hommes politiques semblent perdre la mémoire. Je n'ai pas connaissance que le gouvernement américain ou des sociétés américaines aient été impliqués dans le développement d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Irak. Pourtant, ces armes ont réellement été utilisées. À aucun moment, je ne me suis occupé des activités de cette entreprise. Tout commence à Paris en juin 1974 par la visite d'une délégation irakienne. Le déjeuner durait parfois 3 à 4 heures. Boissons, plusieurs plats. Leurs hôtes, au commissariat à l'énergie atomique français, étaient pleins de prévenance pour leurs invités. C'était un voyage très agréable, bien organisé par les Français et qui a marqué le début d'une entente très amicale avec les scientifiques français. Nous avons rencontré les plus grands scientifiques et des fonctionnaires importants. Dans l'après-midi, la délégation se rend à Saclay, le plus important centre de recherche nucléaire français près de Paris. Les Français posent beaucoup de questions aux Irakiens. Ils nous ont même interrogés sur nos moyens financiers. Quel budget en Irak? Combien de fonds pour la recherche scientifique, l'éducation, les universités? Combien d'organismes de recherche? Ils voulaient prendre la mesure de l'infrastructure irakienne. Les nuits parisiennes laisseront de bons souvenirs à Khidir Hamza. Shahristani est trop religieux pour cela. Mais nous avons visité les hauts lieux de la nuit parisienne, les Champs-Élysées et autres. Nous nous sommes promenés dans des petites rues où se trouvent des bars et des boîtes de nuit jusqu'à 3-4 heures du matin. Hamza, le bon vivant, était un homme choyé par le régime de Bagdad. Il descendait dans les hôtels de luxe. L'argent, pas de problème. Hamza était le directeur du programme nucléaire irakien. Le régime l'avait fait revenir d'une université américaine où il enseignait. J'y suis retourné en août 1970. Au mois de décembre 1971, 2 responsables de l'énergie atomique irakienne m'ont demandé si j'avais lu le livre de Paul Jabars sur la bombe israélienne. Les armes nucléaires, je n'y connaissais rien, sauf ce que j'avais pu lire dans quelques livres grand public. Je suis un physicien nucléaire, mais ce n'est pas la même formation. L'armement nucléaire, c'est à 90% un travail d'ingénieur. Shahristani, lui aussi, était rentré au pays. Les autorités de Bagdad lui avaient dit qu'il s'occuperait de nucléaire civil, seulement civil. L'Irak disposait déjà d'un petit réacteur pour la recherche, fourni par les Russes. Le flux à neutrons de ce réacteur n'était pas assez performant pour mener des expériences plus poussées. Et nous avons donc décidé d'acheter le réacteur Osirak, développé par les Français à cette époque. La copie originale d'Osirak se trouvait à Saclay. Les scientifiques français étaient très fiers de ce réacteur qui permettait de nombreuses expériences scientifiques. Voici l'intérieur d'un réacteur de recherche atomique. Sous une épaisse couche d'eau, dans la piscine, on voit une lueur bleue d'aspect un peu mystérieux. Tant que cette lueur est visible, on est certain que l'uranium est là, que personne ne l'a retiré. C'est donc un moyen de contrôle qui empêche le propriétaire du réacteur de recherche d'utiliser cet uranium pour faire autre chose, des bombes atomiques par exemple.
La possibilité d'exploiter Osirak à des fins militaires inquiéta d'emblée l'ennemi de l'Irak, Israël. Le réacteur a posé problème aux Israéliens dès le premier jour. Ils ne croyaient pas à l'histoire que nous avions racontée, à savoir qu'il s'agissait d'un réacteur expérimental qui nous permettrait de tester le matériel à utiliser dans une future centrale atomique. Ça, ils n'y ont jamais cru. Ce qui nous a inquiétés, c'est qu'un pays comme l'Irak, qui n'a pas des problèmes de sources d'énergie, ce n'est pas le pétrole qui manque à l'Irak, tout d'un coup se lance dans un programme nucléaire. On n'a pas cessé d'avoir des rencontres à tous les échelons, y compris pendant la visite de Moshe Dayan en France, quand il a rencontré M. Giscard d'Estaing. Je me souviens de la rencontre entre Shamir et M. François Poncet. M. François Poncet a dit c'est totalement exclu que vous convainquiez la France de ne pas avoir une coopération nucléaire avec l'Irak. L'attitude d'Israël à l'égard du monde arabe nous a toujours semblé inspiré par une analyse compréhensible du point de vue israélien, mais qui manquait souvent d'objectivité. Des intérêts français étaient en jeu. Les scientifiques irakiens l'avaient très vite compris. Nous pensions que si la France était si conciliante à l'époque, c'était parce que Saddam lui avait promis des contrats mirobolants. Il avait déjà confié à une entreprise française un projet d'environ 2 ou 3 milliards de francs pour la construction de bungalows. Dans ces débuts de négociations, les Français ne voulaient pas insister sur les sujets qui fâchent. Ils ont commencé à nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on achète un nouveau réacteur? Est-ce qu'on n'en a pas déjà un, le russe? Nous avons dit oui. Combien de physiciens nucléaires avez-vous? On a dit 3. Vous avez 3 types. Vous avez acheté un réacteur qui n'est pas utilisé, vous voulez en acheter un autre, qu'est-ce que vous allez en faire? On a dit, on l'achète pour produire de l'énergie et des trucs comme ça. Ils se sont mis à rire de nos balivernes. Mais tout en riant et blaguant, ils nous ont fait comprendre qu'ils savaient que nos explications ne tenaient pas debout. Ils nous ont fait comprendre aussi que ce n'était pas leur problème. 6 mois plus tard, le Premier ministre français ouvre un nouveau chapitre des relations franco-irakiennes. Jacques Chirac et son homologue irakien, Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad, ont la même vision des relations futures entre l'Europe et les pays arabes. Même conception de l'indépendance nationale, comprenez à l'égard de l'URSS et des USA, mais volonté commune d'ouvrir en permanence un dialogue euro-arabe. Un dialogue qui devait permettre à l'Irak de desserrer quelque peu ses liens avec les soviétiques. Nous sommes alors persuadés que nos relations avec la France vont nous permettre de renforcer notre indépendance. Et laissez-moi vous dire qu'elle pouvait également contribuer à renforcer celle de la France. Ce n'est pas uniquement l'indépendance que l'Irak promettait à son invité français. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très grands problèmes, de très gros contrats, et nous avons effectivement procédé à leur signature. Nous savons que dans ce monde, il faut avoir des relations. L'Irak est un des principaux exportateurs de pétrole. Nous devons vendre notre pétrole. Nous avons besoin de partenaires. L'Irak cherchait un partenaire pour exploiter son pétrole, la 2e réserve mondiale. Vif intérêt de la France en cette période de choc pétrolier. Pour les Français, il s'agissait évidemment d'une bonne affaire. S'assurer du pétrole à bon prix, en même temps vendre de l'équipement militaire et une technologie nucléaire qui ne trouvait pas beaucoup de clients dans le reste du monde. Le nucléaire français avait enfin trouvé preneur. Atome civil ou militaire, la France s'en remettait à l'Agence internationale d'énergie atomique sans trop se poser de questions. À partir du moment où une installation nucléaire est sous contrôle
d'une agence qui dépend de l'ONU, on est en droit de considérer que la livraison ne présente pas de péril sur le plan militaire. Cette agence, dont le siège se trouve à Vienne, n'avait pas de secret pour les Irakiens. Signataires des accords de non-prolifération nucléaire, ils en étaient membres de droit. Très vite, ils avaient su noyauter l'agence. Ça, on s'en est occupé avant, bien avant même de venir en France. En 1972 et 1973, nous avons reçu l'ordre d'infiltrer l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pendant des années, Hamza y plaça ses hommes à des postes stratégiques. Nous avons infiltré le système d'inspection. Nous avons insisté pour qu'un Irakien soit nommé inspecteur. Pourquoi il n'y aurait pas d'inspecteur irakien? Grâce aux Français, début 1975, Bagdad était plus proche de son rêve de posséder des armes nucléaires. En contrepartie, les dirigeants irakiens proposaient des marchés lucratifs à leurs partenaires français. Nous avions de très bonnes relations avec les Soviétiques. Pourquoi avons-nous décidé d'acheter des armes à la France? Tout simplement parce que nous ne voulions pas dépendre uniquement des Soviétiques. Il y avait une volonté irakienne d'indépendance, c'est sûr, c'est clair. Et c'est pour ça qu'ils jouaient les uns contre les autres. Lorsque les Soviétiques leur fournissaient à bon prix, mais ils revenaient vers les Français en disant « Mais tiens, moi je peux acheter la même chose à Moscou, mais à moitié prix de ce que vous me proposez. » Ainsi commença une grande partie de poker menteur au plus haut niveau. Nous avons contacté les Français chez Dassault. Nous leur avons dit, les Irakiens veulent acheter des chasseurs bombardiers, plus particulièrement des F-1. Et ils savent tout sur ces avions. Ils veulent en acheter 60. Évidemment, les Français n'en revenaient pas. 60 avions d'un seul coup. Ils ont négocié, ils sont arrivés à un accord. Les Français ont fait une offre et Saddam l'a bien sûr étudiée et il a dit « ça fait cher ». Les Français demandaient des prix anormalement élevés. Peu de temps après, Jacques Chirac, qui est maintenant président de la France, est venu à Bagdad. À la fin d'une rencontre très amicale avec Saddam Hussein, Chirac a regardé Saddam et lui a demandé pourquoi la France n'a pas encore reçu la commande des 60 avions Mirage. Saddam Hussein lui a glissé un bout de papier. Chirac a lu le papier et il a dit « Le président demande donc une réduction d'1 million de dollars par avion ?» La réponse a été « oui ». Il a pris le bout de papier, l'a paraphé pour conclure l'accord et lui a redonné sans demander l'avis de personne. L'interlocuteur de Chirac n'avait que 37 ans. Officiellement, il n'était que le numéro 2 en Irak, mais en réalité, c'était l'homme fort à Bagdad. Chirac, le jeune Premier ministre de l'époque, avait compris mieux que personne le pouvoir de Saddam. Il lui fait visiter le réacteur nucléaire de Kadarash en automne 1975. Il n'y avait guère besoin de le convaincre. Le vice-président irakien était bien décidé d'acquérir un réacteur de recherche. Saddam Hussein, lorsqu'il était vice-président, il vient en France et il dit très clairement que le monde arabe devrait se doter de l'arme atomique. Et il a dit en même temps qu'il est en train d'acheter cette centrale à la France. Donc, c'était très très clair ses intentions à l'époque. Magazine libanais El Usbou El Arabi, interview de Saddam Hussein. L'accord avec la France est le premier pas concret vers la production de l'arme atomique arabe. En France, personne n'y prête attention. Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Vous savez que conformément à la procédure communautaire, nous devons le transmettre à la communauté, ce qui va être fait immédiatement, et ce n'est qu'au vu des observations éventuelles de la communauté que cet accord sera signé dans un mois. Combien de centrales sont en jeu? En 1976, le traité sur la coopération nucléaire entre la France et l'Irak est publié au journal officiel.
Les critiques vont se faire de plus en plus vives dans la communauté scientifique. Ce type de réacteur, c'est effectivement un réacteur de recherche, un réacteur d'études, et vous pouvez sortir le tour du réacteur relativement rapidement, ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez un plutonium de qualité militaire. Si nous n'avions pas vendu ce réacteur à l'Irak, d'autres l'auraient vendu, soviétiques ou non, et l'auraient vendu très probablement avec des garanties très inférieures à celles que nous avons exigées et obtenues. C'est totalement absurde. Écoutez, cela défie le bon sens. S'ils avaient tous dit non, l'Irak n'aurait rien eu. Les Irakiens savaient très bien, leurs services secrets savaient très bien que l'Union soviétique, et on ne peut pas le lui reprocher, ne leur fournirait pas ce qu'ils voulaient. Notre capacité nucléaire, nous la devons aux Français, pas à l'Union soviétique. Et pourquoi pas l'Union soviétique? Franchement, je ne sais pas trop. Dans les années 70, lorsque ce marché a été conclu avec la France, lorsque Jacques Chirac était Premier ministre, tout a été réglé entre lui et mon président, qui était alors vice-président. Il n'y avait pas des candidats qui faisaient la queue pour vendre à Saddam Hussein des éléments de la bombe. Quand Saddam Hussein devient président en 1979, son pouvoir est encore renforcé. Mobilisation de la population pour montrer le soutien aux grands leaders à l'intérieur du pays. Mission pour les scientifiques nucléaires, affirmer le pouvoir de Saddam sur la scène internationale grâce à sa puissance militaire. Après qu'il soit devenu président, il nous a expliqué à la direction de l'Agence de l'énergie atomique qu'il fallait réorienter les activités de recherche. Il fallait passer des applications pacifiques aux applications militaires, qu'il nomma stratégiques. Il existe deux raisons pour lesquelles Saddam Hussein voulait des armes non conventionnelles. L'Irak, comme la majorité des pays arabes, a deux ennemis, Israël bien sûr, et l'Iran. Les deux l'inquiétaient. J'ai refusé de travailler sur le programme militaire. J'ai été arrêté, torturé. Saddam Hussein a personnellement donné l'ordre de m'emprisonner dans l'isolement le plus total. J'y ai passé plus de 10 ans. Shahristani, le physicien nucléaire, parviendra à s'enfuir de sa prison. Il vit aujourd'hui à Londres. Au même moment, d'autres que lui s'inquiétaient. Le véritable danger, c'est d'avoir une telle charge nucléaire d'uranium enrichi livrée à un pays et à un dirigeant irresponsable. En juin 1981, l'aviation israélienne détruit l'atout le plus dangereux de Saddam, le réacteur Osirak, livré récemment par les Français. La communauté internationale, y compris la France, s'élève contre l'attaque israélienne. Avec le recul du temps, évidemment, je ne condamne pas ce bombardement. Parce qu'est-ce qu'on peut dire que s'il n'avait pas eu lieu, l'Irak n'aurait pas pris quand même la voie de domination et d'agression qui a été la sienne. Saddam ne se laisse pas décourager. Peu de temps après la destruction d'Osirak, il envoie son plus proche collaborateur en France pour y rencontrer le nouveau président de la République, François Mitterrand. Pour son premier contact officiel avec les nouveaux dirigeants français, le vice-premier ministre irakien, Tarek Aziz, est porteur d'un dossier de la plus haute importance. Obtenir de la France qu'elle reconstruise le centre nucléaire de Tammuz, détruit par l'aviation israélienne le 7 juin dernier. Il faut rappeler que l'Irak est notre plus important client au Moyen-Orient, ainsi que notre deuxième fournisseur de pétrole. Il m'a demandé d'en discuter avec le Premier ministre. J'ai parlé avec M. Mauroy. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il a dit « je vais y réfléchir ». Mais ils n'ont rien fait. Le nouveau gouvernement avait décidé qu'il était urgent d'attendre. Des rapports scientifiques déconseillaient fortement la construction d'un deuxième Osirak.
L'analyse qui a été faite des possibilités de Chirac, c'était grosso modo une bombe par an. Quand on s'est rendu compte qu'en fait il y avait véritablement une volonté militaire, l'enlisement a été définitif, voilà. Mais ça n'a pas été fait un jour, ça a été un long processus qui a duré, disons, tout au long de l'année 83, 84, 85. Mais ce qui restait d'Osirak suffisait aux scientifiques irakiens pour parvenir à leur objectif, construire une bombe atomique, au moins une. Les Français avaient commencé à nous livrer un combustible qui était appauvri. Il se présentait sous forme céramique. Cela rendait les choses plus compliquées pour nous d'accéder à l'uranium, vu qu'il était enrobé dans cette céramique. Mais pas impossible, c'était jamais que de la chimie. Une solution fut vite trouvée. Il suffisait de dissoudre l'uranium, le sortir et s'en servir. C'est ce qu'on a tenté de faire, juste avant la guerre du Golfe, pour notre programme accéléré de fabrication de la bombe nucléaire. Dans les semaines suivantes, arrivent en Irak des cellules chaudes, des équipements servant à manipuler les matières radioactives. Elles sont clandestinement fournies par un nouveau partenaire, l'Italie, en contrepartie d'un autre marché, moderniser la marine irakienne. L'Irak faisait du chantage. Le chantage qui était un chantage surtout économique. Il disait, vous me donnez ce que je voulais et je vous donnerai ce que vous voulez, c'est-à-dire des gros contrats dans le domaine pétrolier et du génie civil, enfin des gros contrats. Début des années 80, le Moyen-Orient est en plein bouleversement après la chute du Shah d'Iran, proche de l'Occident. Le changement est radical. Il y avait un homme en Iran qui disait « La religion est au-dessus de tout ». Son nom était Khomeini. Et à Bagdad, il y avait un homme qui disait « Non, c'est l'État-nation qui est au-dessus de tout ». Il s'agissait d'équilibrer entre un régime laïque et un régime fondamentaliste qui se mettait en place en Iran. Ce n'est pas parce qu'ils l'aimaient qu'ils ont soutenu Saddam Hussein. Ils l'ont soutenu parce qu'ils détestaient encore plus Khomeini. On a vite fait de négliger que c'est le dictateur irakien qui attaque en premier son voisin iranien. Devant l'embargo sur les armes par l'Union soviétique, principal fournisseur de l'Irak, les Occidentaux prennent le relais. Tout le monde était dedans. Hein. Il y avait même 22 pays du monde qui vendaient aussi bien à l'Iran qu'à l'Irak. Saddam a agi d'une façon vraiment étrange lors des achats des armes des Occidentaux. Il a mis en place un comité à Bagdad, composé de lui-même, de son beau-frère qui était chef d'état-major des armées, et de son premier ministre, Adnan Hamdani, qu'il a d'ailleurs fait exécuter plus tard. Il appelait ce comité le Comité pour le développement stratégique. Le Comité pour le développement stratégique prélevait 5% sur tous les achats d'armes classiques en Occident. C'est de là que venait l'argent pour les armes non conventionnelles. C'est à cette époque que Saïd Abou Riche est chargé d'une mission, trouver des armes non conventionnelles en Occident. Une affaire délicate puisque le commerce de ces armes est en principe interdit. J'ai demandé à une société allemande de construire une usine d'armes chimiques en Irak. Elle passe aujourd'hui encore pour une usine de pesticides. Si Saddam Hussein a développé l'armement biologique et chimique, c'est parce que les usines sont faciles à construire. Trouver de nouvelles armes, même les plus sales, et à tout prix. C'était devenu une question de survie pour Saddam. Son armée, inférieure en nombre, se heurtait à la détermination des soldats de Dieu. 2 ans après le début du conflit, l'Irak est menacé d'une terrible défaite. Au même moment, les autorités américaines font passer un message secret à l'Allemagne. Une entreprise allemande est en train d'installer une usine de gaz toxique au nord de Bagdad. Nous traitions avec des gouvernements souverains. Le président des États-Unis ne peut pas leur imposer ses décisions. Disons que les choses ne se sont pas vraiment passées comme je l'aurais souhaité. Nous avons fait remarquer, tout comme l'avait fait la CIA et d'autres services de renseignement,
que des entreprises allemandes participaient à l'industrie de gaz toxiques, et pas uniquement à Samara. Il y avait de plus en plus d'indices. Le chantier de cette usine mystérieuse se trouvait près de la ville de Samara. Officiellement, il s'agissait d'une unité de production d'insecticides. Surface, 160 km². L'accès au terrain était strictement interdit. En Allemagne, à cette époque, il y avait peu de contrôle sur les exportations. Pourtant, des scientifiques disaient qu'avec les insecticides, on peut fabriquer des armes chimiques. Mais on ignora ces avertissements. On a réfuté nos objections. On nous a même dit qu'il n'y avait jamais eu d'autorisation d'exportation. Et en plus, il a fallu attendre un mois pour obtenir cette réponse. Au Parlement, de plus en plus de critiques s'élèvent contre les lois régissant l'exportation les plus laxistes de toute l'Europe. Mais de là à faire changer la législation, c'est une toute autre affaire. Si je me souviens bien, ce n'était pas un sujet très important pour notre groupe parlementaire. Le débat avait été délégué aux experts, ceux qui s'occupaient du contrôle des exportations d'armes et du désarmement. Nous n'avons pas réussi à obtenir une modification de la loi, comme aujourd'hui dans certains domaines. C'était tabou à l'époque. On ne pouvait pas blâmer l'Irak. Le grand méchant, c'était Khomeini et le régime iranien. Tout ce qui pouvait lui faire du mal semblait acceptable. De plus en plus d'entreprises allemandes s'étaient mises à exporter en Irak. Certaines des livraisons allaient directement à l'armée irakienne, d'autres à Samara. Le partenaire privilégié des Irakiens était l'entreprise allemande Karl Kolb. Je me souviens très bien du cas Kolb. Le siège de cette entreprise était dans ma circonscription et M. Kolb habitait dans mon village natal de Dreieich. C'était une histoire qui nous touchait de très près. Beaucoup d'entre nous, dans notre village, ne pouvaient pas imaginer qu'une entreprise a priori sérieuse comme Kolb pouvait participer à la production de gaz toxiques. L'entreprise Karl Kolb, en coopération avec Pilot Plant, était un partenaire commercial de l'Irak. Elle avait son siège à Bagdad depuis déjà 10 ans. Nous avons rencontré les représentants de cette entreprise. Nous avons discuté avec eux. Ils ont tout simplement profité de cette opportunité. Les Irakiens avaient besoin de systèmes d'armes compliqués, mortels. Karl Kolb les leur a fournis. Les affaires avec l'Irak de Saddam Hussein étaient très rentables, surtout lorsqu'elles étaient à la limite de la légalité. La situation ne se prêtait pas à des appels d'offres officiels. C'était du genre, venez construire une usine, vous acceptez cette proposition du gouvernement irakien, alors venez la construire. Comme il n'y a pas de concurrence, les entreprises font encore plus de profit que d'habitude. Alors les entreprises allemandes disaient, mais tout à fait d'accord pour venir. Pour ne pas perdre le marché irakien, la compagnie Kolb intenta même un procès contre les restrictions à la liberté du commerce et gagna. Des années plus tard, elle obtiendra un non-lieu malgré l'enquête approfondie de la douane. Des enquêteurs s'étaient rendus chez Kolb pour vérifier la fabrication. Ils avaient conclu que les substances étaient destinées à la production de pesticides et qu'elles ne convenaient certainement pas à la production d'armes chimiques. Il s'est avéré plus tard que c'était faux. Ils s'étaient pourtant rendus en Irak pour examiner les installations. D'autres usines d'armes chimiques voient le jour au milieu des années 80 à Fallujah et plus tard à Salman Pak. Les livraisons proviennent à nouveau d'Allemagne. Les Allemands ont un honneur ou un déshonneur, si vous préférez, tout spécial dans l'affaire irakienne. Ils ne se contentaient pas de vendre l'armement. L'armement, qu'est-ce que c'est l'armement? Un fusil, un avion de combat, même un radar, ça s'use, ça se fait détruire.
ensuite c'est fini. Les Allemands, ils vendaient des moyens de production qui ne s'usaient pas, qui ne se détruisaient pas. Et des moyens de production, pourquoi? Pour l'armement chimique, l'armement bactériologique et aussi pour le nucléaire. L'Irak emploie ses armes chimiques pour la première fois en 1983 contre des soldats iraniens. Nul ne s'inquiète en Allemagne, pas plus que la CIA, naguère si scrupuleuse. Bagdad était en train de préparer la visite d'une importante délégation américaine. Les relations diplomatiques étaient rompues depuis 10 ans. Les Américains, eux, ne voulaient pas faire trop de bruit autour du nouveau rapprochement. Seule la télévision irakienne est présente le 20 décembre 1983 lorsque Saddam Hussein rencontre un émissaire américain, un certain Donald Rumsfeld, l'actuel ministre de la Défense du gouvernement Bush. C'est seulement en automne 2002 qu'il avoue cette rencontre devant une commission du Sénat américain. Dans le cadre de mes responsabilités, oui, je suis bien allé à Bagdad. Oui, j'ai bien rencontré M. Tarek Aziz et Saddam Hussein. J'ai passé du temps avec eux et nous avons parlé de la guerre qui les opposait à l'Iran. En 1982, nos relations ont commencé à se réchauffer, progressivement. Tarek Aziz, qui avait assisté à cette rencontre, ne considérait pas comme essentiel ce rapprochement avec les États-Unis. On trouvait des armes comme on voulait. Nous pouvions les acheter aux Français, aux Italiens et à d'autres. Et nous pouvions nous fournir en Union soviétique. Nous n'étions donc pas dans l'obligation d'acheter des armes aux Américains. Le gouvernement français a donc reconnu avoir livré samedi 4 chasseurs bombardiers Mirage F-1 comme celui-ci à l'Irak. Toutefois, on relève que la livraison de ces avions semble contredire la position officielle française de neutralité dans le conflit entre l'Irak et l'Iran, ainsi que le principe de ne pas livrer d'armes à des pays en guerre. Mais les armes françaises, même ultramodernes, ne suffisaient pas pour gagner cette longue guerre. Le moment était venu pour les Américains de fournir à leur tour des armes en secret. Ils tenaient à la survie du régime de Saddam face aux Iraniens. Les Français comme les Américains redoutaient une chose, que le front irakien cède, que les Iraniens écrasent l'armée de Saddam et envahissent l'Irak. Peut-être que la politique occidentale a été mue pendant toute cette période beaucoup trop par des considérations géostratégiques, anti-iraniennes, et par des considérations commerciales. En 1985, Paris met à la disposition de Bagdad 5 super-étendards capables de lancer des missiles Exocet pour détruire les pétroliers iraniens. Encore un pas dans la guerre. Mais un nouveau concurrent se présente alors sur ce marché jusqu'ici réservé aux Français. Les Américains ont étudié la situation. Ils ont dit « ça ne suffira pas, il a besoin de plus ». Et c'est là qu'ils sont intervenus et ils ont dit aux Irakiens par mon intermédiaire « Nous voulons bien vous vendre le missile Harpoon, qui est le plus sophistiqué de notre arsenal ». Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Irak avaient repris. Livraison d'armes conventionnelles, mais aussi de cultures bactériologiques. Je crois que nos universités et nos industries ont acheté des ingrédients biologiques de croissance, comme ils appellent ça, chez différents fournisseurs, y compris des Américains. La liste de commandes envoyées par Bagdad était longue. Les Irakiens demandaient entre autres de l'anthrax. Mais ce que nous achetions n'était pas militaire au moment de l'achat. Ça aurait pu le devenir plus tard. Ce qu'il a utilisé pour mettre au point ses armes biologiques lui a été fourni par les États-Unis. Les États-Unis avaient envoyé auparavant tous ces virus vivants à différentes unités militaires en Irak. Monsieur le secrétaire à la Défense, à votre connaissance, les États-Unis ont-ils aidé l'Irak à acquérir les éléments nécessaires à la mise au point d'armes biologiques au cours de la guerre avec l'Iran? Nos responsables qui ont autorisé et approuvé ces livraisons devaient savoir que ce matériel serait utilisé à des fins militaires. Ce n'était pas du matériel pour la recherche scientifique ou l'éducation. Ce matériel était utilisé à des fins beaucoup plus sinistres.
Déjà, en 1994, le sénateur Riegel démontrait que ces bactéries constituaient la base du programme d'armes biologiques de Saddam. Est-ce que nous serions en train de récolter ce que nous avons semé? Pas que je sache. Je n'ai pas connaissance que le gouvernement américain ou des sociétés américaines aient été impliqués dans le développement d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Irak. Les plus hauts représentants de notre gouvernement étaient prêts à faire ça parce qu'ils considéraient Saddam Hussein comme un ami et ils avaient besoin de l'Irak comme allié contre l'ennemi qui à l'époque était l'Iran. Le pays le plus puissant du monde était-il tombé sur plus malin que lui? En biologie ou dans d'autres domaines, les choses ont souvent une double utilité. Parfois on achète quelque chose et on peut l'utiliser de plusieurs façons. Les États-Unis ont fourni 46 hélicoptères des usines Hughes pendant la guerre avec l'Iran. En principe, ces hélicoptères étaient prévus pour répandre des pesticides ou des insecticides sur les champs. Mais bien entendu, les ingénieurs et les techniciens ont fait quelques petites modifications et les 46 hélicoptères ont été utilisés par l'armée irakienne. Autre cadeau des Américains, à plusieurs reprises, ils communiquent aux Irakiens des photos satellites d'espionnage de leur ennemi. Le lien avec l'Europe n'est pas rompu. Au milieu des années 80, Hamza recommence à voyager, cette fois-ci en Allemagne. Un de ses contacts lui explique la situation. J'ai demandé, mais comment ça va se passer avec les Allemands? Il m'a dit, pas de problème, leur gouvernement laisse faire. Si le gouvernement le voulait, il pourrait tout arrêter, mais jusqu'ici, personne n'a dit d'arrêter. J'ai donc compris que tout se passerait bien avec les Allemands. À cette époque, il y avait des services secrets en Allemagne, comme dans le reste de l'Europe. Il y avait une bonne coopération entre eux, et en plus, il existait une coopération militaire très ouverte entre l'Irak et les services secrets américains. Par exemple, les Américains indiquaient aux Irakiens les bonnes cibles en Iran. Pour moi, il est impensable que les services secrets de l'époque n'ait rien su de ces affaires. Trouver l'équivalent d'un deuxième aux Irak, c'est du domaine du possible pour Hamza. En peu de temps, il met sur pied un nouveau programme nucléaire. C'était toujours la même histoire. Degussa et Label, les deux plus importantes sociétés de haute technologie en Allemagne, étaient surprises par l'envergure de nos demandes et nos besoins. Cela dit, ils nous ont fait une offre pour 120 millions de dollars. Une fonderie, avec tout l'équipement nécessaire, tous les processus que nous avions demandés, toute la technologie de pointe, les fours, les moules, les machines, tout y était. Ils ont ri tout au long des négociations, mais ils nous ont donné ce que nous avions demandé. Ils étaient souples et très conciliants. Il est évident qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Il s'agissait de gagner de l'argent, et je pense qu'à cette époque, les gens fermaient les yeux tant que ça rapportait gros. H&H Metallform près de Münster, dans la circonscription de Jürgen Möllemann. Entre 87 et 88, cette entreprise livre à l'Irak des machines pour son projet nucléaire. Le gouvernement autorise ces exportations, partant du principe qu'elles sont à but pacifique. Ce que aujourd'hui au Parlement, le Parti socialiste juge peu crédible. À l'époque, les intentions militaires de Saddam étaient bien connues. En question aussi, les subventions publiques d'un montant de 90 000 Deutschmark reçues par l'entreprise. Möllemann a réfuté toutes ces accusations. À aucun moment, je ne me suis occupé des activités de cette entreprise. La protection des intérêts de certaines branches de l'économie allemande était primordiale. À ce jour, la justice allemande n'est pas parvenue à démêler toutes ces affaires d'exportation nucléaire vers l'Irak.
Pour être précis, personne ne nous a aidés, mais nous avons acheté des marchandises aux Occidentaux, parce qu'ils ont des technologies très sophistiquées. Comme nous ne pouvions pas les développer nous-mêmes, nous étions obligés de les acheter. Lorsque les avions de Saddam bombardent le village kurde de Halabja en mars 88, ce sont des mirages français qui répandent des gaz toxiques allemands. Quant aux victimes, 5000 morts, ce sont des civils. Halabja n'aurait pas eu lieu sans l'aide des Allemands. Les Allemands avaient fourni donc la technologie pour les gaz chimiques que Saddam utilisait contre les Kurdes, mais c'était à Saddam, ça revient à Saddam, le génie de génocide, la volonté de détruire les Kurdes de la façon qu'il avait fait à Halabja. Nous produisions beaucoup d'armes chimiques et un peu moins d'armes biologiques, oui. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que le gaz toxique serait carrément employé contre la population irakienne elle-même. Halabja n'a été mis en valeur que dans les années 90. Sur le moment, personne n'a rien dit. Et pourtant, les Américains étaient parfaitement au courant. Dès que les uns ou les autres découvraient quelque chose qui était inacceptable pour leurs électeurs, ils détournaient le regard et ils commençaient à s'accuser mutuellement. Ce sont les Italiens qui ont dû fournir ces armes, ou bien les Allemands, ou les Allemands de l'Est à cette époque. Ce sont des Mirage F1 vendus par la France qui ont mené cette mission. Information confirmée dans un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a fallu attendre la fin de la guerre Irak-Iran pour que l'ONU sorte un rapport sur cette affaire. Le conflit a causé 1 million de morts dans les deux camps. La moitié du budget irakien a été englouti. En 88, la guerre de destruction touchait à sa fin, mais le commerce d'armes, lui, continuait. Un supermarché militaire, des généraux irakiens en visite, des rayons bien achalandés en armes, notamment françaises. Derrière cet ATR-42, un Alpha Jet, 2 Mirage F1. Puis un hélicoptère de l'aérospatiale, des missiles. La scène se passe à Bagdad en avril 89. Elle couronne 15 ans d'excellentes relations entre la France et l'Irak. À la fin de la guerre Iran-Irak, l'Irak avait une dette envers la France d'environ 6 milliards d'euros d'aujourd'hui. Alors ça, avec les intérêts, etc., ça fait quand même un pactole. Après la guerre, personne ne pouvait faire autrement que de prolonger les crédits accordés à l'Irak. Saddam, comme beaucoup d'Arabes, a une sorte de code d'honneur. Il faut sauver la face. Lui refuser un nouveau crédit l'aurait offensé et il aurait cessé toute collaboration avec le gouvernement ou l'entreprise en question. Si vous avez de l'argent, ou tout au moins si on imagine que vous êtes une source possible de contrats, les gouvernements préféreront presque toujours fermer les yeux pourvu que ça leur rapporte. C'est vrai de tous les gouvernements, y compris le gouvernement américain. Saddam Hussein a toujours agi de manière très cynique. Il a compris qu'il pouvait acheter de l'influence politique et qu'il fallait l'acheter. Il ne s'attendait pas à ce que des gens en Occident, que ce soit la France ou l'Allemagne ou ailleurs, l'aimaient. Il suffisait de les acheter. Et il a fait tout le temps. Il a arrosé tout le monde. Écoutez, si vous me posez la question de savoir si les hommes politiques français ont touché de l'argent sur les ventes d'armes à Saddam, ma réponse ne peut être autre chose que oui. Les hommes politiques français réfutent ce genre d'accusation. Où les Irakiens vous ont offert de l'argent. Vous n'osez pas me poser une question pareille. Hein? Je pense que... Moi, je vous demande. Non, mais votre question est... Si vous voulez, je la ressens comme inconvenante. Il est évident que je n'ai pas reçu un centime des Irakiens et que je me suis déterminé en fonction des intérêts de la France, des intérêts de la paix et de l'humanité. Après la guerre Irak-Iran, les amis occidentaux de Saddam se rendent toujours à Bagdad. Malgré les difficultés de paiement, ils vendent toujours leurs armements jusqu'à la dernière minute. La dernière minute,
C'est le moment où Saddam envoie ses troupes envahir le Koweït début août 90. Après la guerre du Golfe, de nombreux soldats occidentaux qui avaient combattu les armées de Saddam voient apparaître sur leur corps les symptômes d'une maladie mystérieuse. Nous avons contribué à créer cette situation, nous les États-Unis, en envoyant le matériel biologique là-bas. Maintenant, nos troupes ont été exposées à ces armes biologiques et les symptômes sont ceux auxquels on pouvait s'attendre. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Des milliers de soldats américains reviennent au pays avec le syndrome de la guerre du Golfe. Dans la mesure où nous avons fourni les éléments de base pour une guerre biologique ou chimique à ce fou, ce psychopathe, comment pouvons-nous attendre du monde qu'il nous aide à le contrôler? Sénateur, je crois qu'il serait dommage de donner l'impression à cette commission ou aux personnes qui nous écoutent que les États-Unis ont aidé l'Irak à développer des armes biologiques et chimiques dans les années 80. Je ne crois pas tout simplement que ce soit le cas. Après l'invasion de Koweït, qui était une erreur monumentale, à mon avis, de la part de Saddam, parce qu'il avait sous-estimé la réaction américaine, il a sous-estimé la réaction même du monde arabe, qui s'était mis avec la coalition. Beaucoup de choses changent. L'Occident tolère certains dictateurs, mais l'Occident ne tolère pas les dictateurs qui franchissent certaines bornes. Et évidemment, supprimer un État, et en particulier un État pétrolier, c'est quelque chose que l'Occident ne tolère pas. Le renversement est total, à 180 degrés. Et je l'observe chez les industriels, chez les diplomates, chez les militaires, c'est un renversement complet. Et Jacques Chirac? You know, when Vous savez, lorsque Jacques Chirac était Premier ministre dans les années 70, nous avions des relations très chaleureuses. Et ça a continué quand il est devenu maire de Paris. Bagdad aime à se souvenir de l'époque où les relations avec Jacques Chirac étaient chaleureuses. Chaleureuses aussi les relations avec des hommes politiques américains, des ministres soviétiques et tant de chefs d'État. Les cadeaux jadis offerts à Saddam Hussein sont exposés dans le musée du Triomphe à Bagdad. Souvenirs, souvenirs. La tâche des inspecteurs de l'ONU est de retrouver des cadeaux souvenirs de l'Ouest autrement plus dangereux. Les armes de destruction massive, nucléaires, biologiques et chimiques, jadis livrées à Saddam. Les achats de ces armes avaient été faits dans le plus grand secret. Voilà pourquoi personne ne sait aujourd'hui combien d'armes l'Irak possède véritablement. Saddam Hussein ne conçoit pas tout cela comme du développement d'armes non conventionnelles. Il voit les choses autrement et on l'oublie trop souvent. Il considère cela comme du transfert de technologie. Il y voit la manière pour l'Irak d'entrer dans le XXIe siècle. Et vous savez quoi? Il a parfaitement réussi. Les investissements les plus payants furent dans les cerveaux, scientifiques, ingénieurs, techniciens. Après la guerre du Golfe, ils ont travaillé dans le génie civil pour reconstruire des centrales électriques et d'autres usines, y compris des raffineries et même des ponts. Cela pour plusieurs raisons, notamment pour leur fournir un alibi et les protéger des inspecteurs de l'ONU. Et puis, ils ont été rappelés pour travailler sur les programmes d'armement. Pour renforcer les effectifs, on en a embauché d'autres. Je pense qu'il y a eu 5000 hommes en plus. Il a fait revenir en Irak des milliers de scientifiques et ingénieurs arabes du monde entier. Et il a veillé personnellement à leur intégration au système irakien. 4 ans après la fin de la guerre du Golfe, Saddam perd l'un de ses collaborateurs les plus précieux. Hamza décide de fuir l'Irak tout comme l'avait fait son collègue Sharistani. Sa fuite ne signifie pourtant pas la fin du programme nucléaire irakien.
Je crois qu'au moment où je suis parti, en 1994, le nombre de groupes travaillant au projet atomique ou dans les projets associés était de l'ordre de 12 000. C'est énorme pour un pays de la taille de l'Irak. 12 000 scientifiques, ingénieurs, techniciens nucléaires. Ils sont toujours en Irak, avec ou sans Saddam.